Le temps passe, irrésistiblement. Que se passerait-il si nous pouvions le ralentir ou l'accélérer? Si nous pouvions l'arrêter, le faire remonter en arrière? Nous verrions sûrement le monde avec d'autres yeux. Nos vies sont gouvernées par les horloges. Mais notre obsession du temps qui passe n'a rien de surprenant. L'horloge qui est en chacun de nous régule notre existence. Peut-elle nous prévenir que nous sommes sur le point de trop boire ? Si nous voulions tous vivre éternellement, ce verre microscopique détiendrait-il la clé de la vie éternelle? Sans cesse débordés, nous courons après le temps, essayant inlassablement d'en gagner. Mais en cas de crise, comment changer le cours du temps et faire face? Nous sommes esclaves du temps qui passe. Vivre à 100 à l'heure est devenu la norme. Mais cette fascination pour la vitesse serait-elle la clé du voyage dans le temps, par exemple dans un futur lointain? Serons-nous un jour les maîtres du temps? Le temps est précieux. Il semble que nous n'en ayons jamais assez. Pendant des siècles, nous avons construit des horloges pour mesurer de plus en plus précisément le passage des heures, des minutes et des secondes. Mais cela ne nous a rien fait gagner pour autant. Le temps est devenu la camisole de force de nos journées, une contrainte quotidienne qui ne se relâche jamais. Et pourtant, quand on y réfléchit, nous ne l'appréhendons pas toujours de la même façon. Lors des longues journées de farniente, il paraît s'arrêter. Mais ce n'est pas le temps qui change, c'est uniquement la perception que nous en avons. Une perception qui dépend de la façon dont nous analysons ce que nous voyons. Au cinéma, par exemple, le film semble défiler de façon ininterrompue. En réalité, c'est une suite d'images statiques qui se succèdent très vite. Au ralenti, on constate que chacune diffère légèrement de la précédente. Mais en défilant au rythme de 24 images par seconde, elle crée une impression de mouvement fluide. Le cerveau fonctionne de la même manière. À la sortie du cinéma, nous voyons aussi le monde comme une suite d'images. Le cerveau scanne rapidement chacune d'elles et enregistre ce qui a changé. C'est comme cela que nous évitons les obstacles. Mais comme dans un film, nous ne voyons qu'un flot continu. Si on pouvait réduire le nombre d'images que nous voyons à chaque seconde, imaginez à quel point notre perception du temps changerait elle aussi.
notre vie passerait à la vitesse d'un TGV. Les saisons défileraient non plus en mois, mais en minutes. Mais à l'inverse, si le cerveau assimilait un très grand nombre d'images par seconde, nous serions submergés de détails. Ce serait comme vivre au ralenti. Et franchement, ce ne serait pas très drôle. Seule la mouche s'en réjouirait. Elle a besoin de cette quantité énorme d'informations pour pouvoir traverser la vie à toute allure. La mouche perçoit des choses qui nous échappent. Un tube au néon qui clignote, le balayage sur un écran de télé. Et surtout, le moment où elle va devoir s'envoler pour échapper à la tapette. Nous n'avons pas besoin de voir le monde comme une mouche. Au quotidien, cette quantité d'informations est superflue. La vitesse à laquelle nous voyons notre environnement est celle qui convient le mieux à notre rythme de vie. Mais cela peut varier. Quand nous attendons, le temps semble se traîner. Quand nous sommes pressés, il file. Sauf à certains moments, car l'homme possède un remarquable pouvoir secret sur le temps, dont il use dans les situations d'urgence. En cas de grand danger, le cerveau passe instantanément dans un mode différent. Certains disent voir alors en noir et blanc. Pourquoi perdre du temps à transmettre l'information en couleur quand le cerveau est en surcharge? Mais surtout, le temps semble ralentir. En état d'alerte maximum, le cerveau analyse beaucoup plus d'images par seconde que normalement. Il gagne du temps pour nous permettre de penser et d'agir. Ainsi, en cas de nécessité, nous pouvons instinctivement contrôler notre perception du temps. Alors pourquoi ce sentiment d'être sans arrêt esclave de l'horloge? Notre temps est organisé à un niveau qui confine à l'obsession. Aujourd'hui, nous le mesurons au milliardième de seconde près. D'où vient cette obsession? Eh bien, elle s'est imposée tout naturellement. Même si les Égyptiens de l'Antiquité furent les premiers à diviser officiellement le jour en heures, nous savions dire le temps bien avant eux. Nos premiers ancêtres se servaient des saisons pour mesurer le passage des années. Les phases de la Lune déterminaient les mois. Mais c'est le Soleil qui comptait le plus. La nature obéit à son rythme. Rien d'étonnant donc à ce que sa course à travers le ciel nous affecte aussi. Les hommes que nous sommes ont fait de leur mieux pour rallonger leur durée de vie. Avec l'aide de nos familles et une meilleure santé,
Nous avons allongé notre espérance de vie de plusieurs décennies. Mais il est un être qui exerce un contrôle presque magique sur le temps qu'il passe sur Terre. Pour découvrir les secrets de sa vie éternelle, restons dans ce cimetière anglais. Mais remontons le temps il y a 1600 ans. Au pré-Moyen Âge, lors d'un enterrement. C'était une cérémonie toute simple, mais les premiers chrétiens marquaient l'emplacement de la tombe en plantant un jeune if. Nos ancêtres pressentaient peut-être déjà l'exceptionnelle longévité de cet arbre. Si nous suivons sa croissance en accéléré, nous révélera-t-il ses secrets? Au cours de ses 200 premières années, il a assisté à l'abattage de la plupart des arbres forestiers autour de lui. Peut-être est-ce parce qu'il marquait une tombe qu'il a été épargné. Mais c'est quand il entre dans sa 300e année qu'il commence à révéler de mystérieux pouvoirs. Seule la partie charnue de ses baies est comestible. Les feuilles et l'écorce sont extrêmement toxiques. D'ailleurs, les oiseaux ne s'y trompent pas. Ces aiguilles sont une vraie malédiction. Quand elles tombent, leur suc toxique s'infiltre dans le sol. Ainsi, toute compétition est écartée. Et l'if garde la bonne terre pour lui tout seul. Une excellente façon de prendre de l'avance dans la vie. Notre if se distinguait peut-être dans le paysage à l'époque où les moines portaient la foi chrétienne en Écosse, car il était devenu un lieu de sépulture très prisé. Une église fut bâtie sur ce sol sacré. Au fil des siècles, elle s'est agrandie. Pendant ce temps, l'if semble maître de son propre destin. Non seulement il pousse lentement, mais il semble capable de stopper complètement sa croissance. Notre arbre aura bien besoin de toutes ces astuces, car les problèmes vont commencer dès le début du Moyen Âge. Le temps est épouvantable. Les hivers sont longs et glacials et les pluies diluviennes. Beaucoup de ses voisins sont déracinés par les tempêtes. Mais lui ne bronche pas. Sa croissance très lente lui a permis de développer un bois dur, aux grains serrés, qui confère une résistance énorme et une grande souplesse à son tronc et à ses branches. Notre arbre survit au Moyen Âge, mais à l'âge de 1200 ans, c'est la catastrophe. Alors que la guerre civile entre cavaliers royalistes et têtes rondes puritains déchire le pays, il va devoir livrer son propre combat. Entre les branches, le bois compact qui lui a rendu tant de service a emmagasiné de l'eau. Le cœur même de l'arbre est en train de pourrir. La fin semble inéluctable. Mais alors que sa dernière heure semble proche, il va puiser dans sa panoplie d'astuces et en ressortir la plus remarquable de toutes. Une sorte de perfusion en circuit fermé. Un jeune rameau se détourne de la canopée pour redescendre vers le sol où il plonge jusqu'au bois pourrissant. Là, se nourrissant de son propre compost, il se transforme en nouvelles racines.
À travers le bois dur, il s'enfonce dans la terre où il se replante. C'est un arbre qui a le pouvoir de renaître encore et encore. Ragaillardi, l'if reprend une croissance normale jusqu'au XXIe siècle. Aujourd'hui, il a 1600 ans, il est en pleine forme et il offre souvent son ombre aux jeunes mariés. Cet if a déjà survécu à 80 de nos générations. Et qui sait quand s'arrêtera son voyage dans le temps. Il semble tout ignorer de la vieillesse ou de la mort. Aurait-il trouvé le saint Graal de la vie, la stratégie définitive pour faire échec au temps? L'aptitude à vivre éternellement? Depuis toujours, les scientifiques sont en quête de ce saint Graal, l'immortalité. Et ces dernières années, la nature a livré quelques indices. La plupart des créatures vivantes meurent quand elles gèlent. Mais les insectes comme cette sauterelle néo-zélandaise, certains amphibies et même quelques espèces de reptiles survivent pendant des mois au froid extrême, tout simplement en arrêtant le temps. Généralement, les cristaux de glace détruisent les cellules vivantes, mais pas chez ces animaux. Et quand l'atmosphère se réchauffe, ils reviennent à la vie. Cette méthode pourrait s'avérer utile un beau jour, mais certaines personnes ne veulent pas attendre. Elles se sont déjà faites cryogéniser, persuadées qu'on finira par trouver une solution au vieillissement et à la maladie. Le problème, c'est qu'il faut d'abord être mort. Après leur décès, ces optimistes sont suspendus la tête en bas dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Et ils restent là, figés dans le temps, tablant sur un futur dans lequel la mort ne sera plus définitive. Dans le monde réel, même nos tentatives pour prolonger la vie se retournent contre nous. Car l'air qu'il nous faut pour respirer nous tue à petit feu. Nos cellules ont besoin d'oxygène pour produire l'énergie dont elles ont besoin. Mais cet oxygène a aussi pour effet de nous faire rouiller de l'intérieur. Et il n'y a pas que l'oxygène. La lumière du soleil, la pollution et la fumée de cigarettes constituent aussi ce qu'on appelle des radicaux libres, et ce sont eux qui font des ravages. La bonne nouvelle est qu'il y a un moyen de stopper cette dégradation, même si elle donne raison à maman. Oui, il faut manger des légumes verts. Ils contiennent en effet des antioxydants qui absorbent ces radicaux libres. Ainsi, brocolis et haricots verts retardent l'apparition des rides. Mais pouvons-nous gagner encore un peu plus de temps? Certains scientifiques pensent que oui. Ils ont prolongé la vie d'un animal de l'équivalent de 500 ans pour un être humain. Certes, il ne s'agit que d'un ver, mais ces gènes contrôlent le processus de vieillissement. En manipulant ces gènes, les chercheurs ont transformé le ver à droite en un spécimen extrêmement vieux.
Peut-être un tripatouillage génétique similaire nous permettra-t-il de tromper un jour le temps et de vivre beaucoup plus âgés. En attendant, la meilleure façon de gagner ce temps n'est peut-être pas d'avoir recours à la science, mais de s'amuser. On peut vieillir très bien en restant jeune dans sa tête. Une personne heureuse et optimiste pourrait prolonger sa vie de plus de 20 ans. Au lieu de s'arrêter à 85 ans, on pourrait rigoler jusqu'à 106. Alors, souriez. Nous voulons profiter toujours plus de notre temps. Mais pour cela, tout le reste doit s'accélérer. Comment cette course contre la montre a-t-elle transformé le monde qui nous entoure? Une des principales répercussions de notre soif de vitesse a peut-être commencé il y a plus de 50 000 ans, quand l'homme a débarqué en Australie. Ces premiers habitants ont apporté quelque chose qui les a aidés à survivre, mais qui a probablement transformé la physionomie du continent à jamais. Le feu. Avec le feu, ils ont sans doute déclenché des réactions en chaîne dont ils ignoraient tout. Un exemple parmi tant d'autres qui montre que les humains ne peuvent pas voir les conséquences de leurs actes. Non pas que ces événements soient anodins, mais parce qu'ils ont lieu sur une durée qui dépasse très largement notre espérance de vie. Pour voir ce qui s'est passé en Australie, il faut d'abord comprendre à quel point le feu a transformé l'existence des aborigènes. Le feu détruit. Alors pourquoi torturer la terre qui vous nourrit? Tout simplement pour gagner du temps. Le feu est un moyen très rapide de défricher la terre. Et en dépit des apparences, la nature reprend très vite le dessus. Le sol ne tarde pas à se couvrir de jeunes pousses qui attirent les ruminants et la chasse est plus rapide et plus facile. Gagner du temps fait partie de la stratégie instinctive de l'homme pour survivre. Mais aujourd'hui, il semble bien que ces incendies à petite échelle n'ont pas seulement roussi quelques plantes. Le gain de temps était tel que les premiers Australiens ont de plus en plus utilisé cette méthode et du coup, les plantes ont eu de moins en moins de temps pour repousser. Des milliers de feux pendant des milliers de générations ont peut-être bouleversé la relation entre les plantes et le climat. Jusqu'au moment où les moussons australiennes annuelles ont finalement cessé. Le ciel s'est éclairci et les cours d'eau se sont asséchés. Pour certains, c'est ce changement climatique à l'échelle du continent qui aurait été responsable de l'assèchement du plus grand lac d'Australie.
À l'arrivée des premiers hommes, le lac Eyre couvrait une étendue gigantesque en plein cœur du pays. Sa disparition coïncide avec l'arrivée de l'homme. À force de vouloir gagner du temps, d'utiliser le brûlis pour défricher la terre et chasser plus rapidement, on a fini siècle après siècle par arriver à ça. L'Australie est devenue le continent le plus sec de la planète. Et un lac autrefois immense a disparu. Mais si le feu a été l'un des premiers outils pour gagner du temps, il n'était certainement pas le dernier. Nous sommes prêts à tenter tous les raccourcis. Mais au moment d'emprunter la voie rapide, l'homme a fait une découverte qui a transformé notre monde à jamais. Aujourd'hui, nous ne pourrions pas vivre sans électricité. Quoi que l'on fasse, il faut appuyer sur un interrupteur. L'électricité fait tout passer à la vitesse supérieure. C'est le moteur de la ville qui connaît le développement le plus rapide du monde, Las Vegas. Du jour au lendemain, une charpente se dresse sur un terrain nu. Un peu plus loin, les murs sont montés. Dans la rue voisine, on pose les tuiles. En face, les maisons sont terminées. Et au coin, les gens viennent d'emménager, prêts à vivre leurs rêves. Chaque semaine, jusqu'à 1000 nouveaux habitants viennent se raccorder à la manne électrique. En quelques dizaines d'années, des pans entiers de désert se sont transformés en centre-ville. Mais ce phénomène n'est pas spécifique à Las Vegas. Il est général. L'électricité n'a pas seulement modifié notre environnement. Il nous a donné le contrôle aussi bien de la nuit que du jour et transformé notre attitude même vis-à-vis du temps. Aujourd'hui, notre soif de vitesse est telle que nous voulons tout de suite. Même notre alimentation subit les effets de cette course contre la montre. Comment y sommes-nous parvenus ? Prenez le riz. Dans toute l'Asie, c'est l'aliment de base de 2 milliards d'individus. Il nourrit plus de la moitié de la population mondiale. Il est omniprésent en Indonésie où d'immenses secteurs de jungle ont été défrichés et transformés en rizières. Consacrer de vastes zones de terrain à une monoculture est le seul moyen de nourrir rapidement et facilement une population aussi nombreuse. Mais ce n'est que le début de l'agriculture à grande vitesse. La riziculture exige encore une main-d'œuvre importante. Et malgré la multitude de mains à l'ouvrage, la culture et la récolte du riz exigent du temps. Alors que peut-on faire pour accélérer la cadence ? Dès que c'est possible, les machines prennent le relais. Voilà comment nous obtenons notre pain quotidien. Des moissonneuses-batteuses géantes nettoient les champs de blé. C'est vite fait et bien fait.
Mais il y a un autre problème, encore plus difficile. C'est la nature qui contrôle la vitesse à laquelle les plantes comestibles poussent et mûrissent, ce qui détermine le moment où elles arrivent sur nos étals. Il y a une trentaine d'années, il fallait attendre l'été pour trouver des tomates. Aujourd'hui, nous en remplissons nos caddies à longueur d'année. Tomates grappes, marmandes, tomates cerises, cœur de bœuf, olivettes. Notre appétit de tomates est insatiable. Nous en produisons 65 millions de tonnes par an dans le monde. Comment la modeste tomate en est-elle arrivée là? Nous avons tout simplement pris le contrôle absolu de son plan, et ce, grâce aux serres. Elles ont propulsé la tomate dans l'ère high-tech. En très peu de temps, l'abri de jardin rustique est devenu une usine titanesque. Celle-ci couvre une superficie de plus de 11 hectares dans la campagne anglaise. Mais on est là bien loin de la nature. Serait-ce cela que l'avenir nous réserve? Un monde contrôlé avec une précision mathématique, dans lequel la période de pousse est compressée et le cycle des tomates accéléré à une vitesse qui n'a rien de naturel. Elles sont cultivées sur un sol minéral spécial, nourries et arrosées au goutte à goutte. Dès qu'il fait trop chaud, les vasistas s'ouvrent automatiquement et se referment d'eux-mêmes dès que la température de pousse idéale est atteinte. C'est une véritable performance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Désormais, les saisons appartiennent au passé. Il y a même une chaudière qui s'allume pour éviter que les tomates ne s'enrhument. Rien n'est laissé au hasard. Elles mûrissent 2 fois plus vite et sont aussitôt cueillies. Là aussi, c'est du 24 heures sur 24. Et même si la cueillette s'effectue à la main, toute l'opération est facilitée de façon à ne pas perdre une seconde. La demande est en augmentation permanente et il se pourrait que la tomate devienne bientôt le fruit le plus consommé au monde. Rien de surprenant donc à ce que nous fassions tout pour la cultiver le plus vite possible. Pour accélérer la nature, nous avons créé des mondes artificiels. Serait-ce une simple question de temps avant que toutes les cultures soient étroitement contrôlées? Qu'est-ce qui nous attend alors? Les minerais de fer, de charbon, de cuivre et d'aluminium sont les ingrédients bruts de notre monde matériel. Pour nous en procurer en quantité suffisante, il nous faut déblayer des quantités phénoménales de terre. Cette mine de fer en Australie est l'un des plus grands trous que nous ayons jamais creusés dans le sol. Mais où sont les mineurs? Qui fait tout le travail? Les hommes ont été remplacés par des monstres mécaniques. Une seule pelletée de 40 tonnes fait le travail de centaines d'ouvriers en un temps record. Le nec plus ultra de la machine a gagné du temps.
Une tâche longue et pénible qui occupait un homme pendant 1 mois est désormais expédiée en 1 minute. Nous avons le pouvoir de déplacer les montagnes. Et qui plus est, à une vitesse sidérante. Une mine que nous mettons aujourd'hui 30 ans à creuser le sera peut-être demain en 30 jours. Mais pourquoi tant de hâte? Le fer est un minerai essentiel dans notre course contre la montre. Il nous permet de fabriquer de l'acier, et donc tous les outils qui nous font gagner de précieuses minutes. Parmi tous ces produits, il en est un en particulier qui a révolutionné notre expérience du temps. Ce train transporte suffisamment de minerais pour fabriquer 15 000 exemplaires d'une autre fantastique machine à vaincre le temps. Plus que toute autre chose peut-être, la voiture a accéléré notre mode de vie. Elle a tout changé dans nos vies, en nous offrant la liberté de voyager plus loin et plus vite. Avant, il y avait eu la bicyclette. Et à l'époque, on pensait qu'on suffoquerait si on allait plus vite. Mais ça ne nous a pas freinés. Nous sommes passés allègrement de la vitesse d'un homme au pas à plus de 300 km/h en moins d'1 siècle. Il y a 1 siècle, les gens ne quittaient jamais leur village. Aujourd'hui, nous pouvons aller presque partout dans le monde en moins de 48 heures. Et comme nous voyageons très vite, nous sommes toujours en mouvement. La vitesse, voilà le moyen de triompher du temps. Et elle est peut-être la clé de notre vieux rêve, voyager dans le temps. Imaginez que vous soyez en mesure de remonter le temps et revivre votre vie. Imaginez que votre voiture se transforme en machine à voyager dans le temps. Eh bien, nous sommes bien plus près de réaliser ce rêve. Car nous savons aujourd'hui que la marche du temps n'est pas constante. En 1905, Albert Einstein développait une théorie incroyable selon laquelle le temps varie avec la vitesse. Il prouvait que la durée d'une seconde dépend de la vitesse à laquelle on se déplace. Plus on va vite, plus cette seconde passe lentement. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons qu'un de ses jumeaux voyage dans l'espace à une vitesse phénoménale, pendant que son frère reste sur Terre. Aucun des deux ne remarque le moindre changement avant de se revoir. Quand le voyageur de l'espace achève son périple de 4 mois, son frère, resté sur Terre, a vieilli de plus de 40 ans.
Le plus jeune a voyagé dans le futur de son frère. Mais à quelle vitesse s'est-il déplacé? Plus ou moins celle de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde. Est-ce vraiment possible? Certes, en 100 ans, nous sommes passés de la vitesse de 12 km à l'heure à 7 fois la vitesse du son. Mais c'est encore bien peu. Si ce n'est que des scientifiques ont récemment découvert l'existence de tunnels, baptisés trous de verre, qui constituent un raccourci entre deux points dans le temps. Pour le moment, ça n'est encore qu'une théorie, mais qui sait, avec le temps. Alors, si vous devenez un jour un maître du temps, imaginez le pouvoir dont vous disposerez. Vous pourrez partir dans le futur rendre visite à vos arrière-petits-enfants, voire aux enfants de leurs enfants. Dans quel monde vivront-ils alors? Mais vous préférerez peut-être un voyage dans le passé. Visiter le monde des anciens Égyptiens et voir comment ils construisaient leurs pyramides. Ou bien expliquer aux premiers aborigènes d'Australie les conséquences de leurs actes. À moins que vous n'observiez les grands spectacles du monde, comme la formation du Grand Canyon, ou la naissance de l'univers lui-même il y a plus de 15 milliards d'années, et le tout début du temps. Si vous étiez un jour maître du temps, où iriez-vous et qu'oseriez-vous changer? Demain, nous rencontrerons d'ingénieux volatiles capables de se bricoler des outils et même d'assembler des puzzles.